Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Boris Vallaud, député PS des Landes et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Les tensions autour de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Où est la responsabilité dans les violences? Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis en ont-ils une part? Comment le vit le PS et comment gérer aussi tout ça dans l'Ariège? Une candidate insoumise, par exemple, face à une PS dimanche prochain, faut choisir son camp. C'est ce que nous allons essayer de voir avec vous, Boris Vallaud. Commençons donc par la mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que vous appelez les Français à manifester de nouveau aujourd'hui? Est-ce que vous serez d'ailleurs encore dans la rue? Oui, je pense qu'il est important d'être nombreux aujourd'hui dans la rue, de l'être dans le calme. Je le dis, pour moi, la violence, ce n'est pas un point de sortie de cette crise. Le point de sortie de la crise, c'est le retrait de la réforme des retraites. On a été capable pendant des semaines et des semaines de se mobiliser dans toutes les villes de France, dans toutes les préfectures, les sous-préfectures, de façon pacifique. Je comprends la colère de beaucoup face à l'obstination totalement déraisonnable, au côté forcené du président de la République. Mais on a besoin d'une mobilisation qui se passe dans le calme, et que Emmanuel Macron entende que c'est lui qui, d'une certaine manière, a produit un désordre dans la République, en disqualifiant les corps intermédiaires, en marchant sur les organisations syndicales, en brutalisant les institutions comme le Parlement. Et le point de sortie aujourd'hui, il n'en a pas d'autre, le président de la République, c'est le retrait de cette réforme. Oui, mais les Français c'est Emmanuel Macron qui provoque le désordre dans la rue aujourd'hui? C'est lui qui provoque une colère des Françaises et des Français, qui s'est exprimé, vous dites c'est la 10e journée de manifestation, c'est pas rien, 10 journées de manifestation avec des millions de personnes partout en France. Vous savez, c'est les Français qui travaillent qui sont dans la rue aujourd'hui. C'est celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, qui n'arrivent pas à en vivre, qui ont compris que cette réforme des retraites, c'est une façon de les faire passer à la caisse, de rembourser le quoi qu'il en coûte. C'est les femmes, c'est les hommes, c'est beaucoup les femmes, il faut dire c'est beaucoup les femmes qu'on a applaudi à 20h, qui sont aujourd'hui brutalisées parce que c'est un impôt sur leur vie. C'est ça, il faut quand même revenir au fond de la question qui nous est posée, qui est posée au président de la République. Est-ce que sa réforme est juste? Il n'y a pas d'ordre sans justice. Et la meilleure façon, j'allais dire, de rétablir l'ordre, c'est cette mesure de justice qui est le retrait de cette réforme. Mesurez comme ce qu'a été l'obstination du président. Il a face à lui un mouvement social organisé, à l'unisson, une unité syndicale comme on en a peu, avec à la fois la CGT, FO, la CFDT. Et il ne les écoute pas. Il ne les considère pas comme légitimes dans le débat. La Première ministre a l'outrecuidance de prétendre... Il y avait eu des discussions, où la Première ministre dit qu'il y avait eu des discussions. Vous savez, je me souviens déjà, moi, il y a quelques mois, quand la Première ministre nous avait reçus, elle nous avait reçus en nous disant: vous êtes prêts à quel compromis? Mais moi je lui avais dit: mais à quel compromis? Le président de la République, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, est lui prêt, et notamment sur la question des retraites, est-ce qu'il est prêt à renoncer à cette réforme? En fait, il n'est prêt à aucun compromis. Il est dans une forme d'obstination, dans un moment où le pays, vous le savez, est au cœur d'une crise de la vie chère, où c'est difficile de boucler les fins de mois. Moi, je pense à toutes celles et tous ceux que je croise dans les Landes, dans ma circonscription, qui viennent me voir à ma permanence, qui disent: moi, j'en peux plus, j'arrive pas à remplir le frigo, j'arrive pas à remplir le réservoir d'essence, je suis pas sûr que mais mes ça, gamins... c'est un autre problème que celui des retraites. Non, c'est le même. C'est exactement le même, parce qu'il y a dans ces mouvements sociaux quelque chose de plus profond dans ces sources que la seule réforme des retraites. C'est une manifestation, une colère sociale qui s'exprime, avec une aspiration, au fond, à la justice. Les gens n'en peuvent plus de ne pas pouvoir vivre de leur boulot. Voilà. Ils appellent à un effort de solidarité qui consiste à ne pas toujours taper dans la poche des mêmes. Oui, mais est-ce que cette justice, comme vous le dites, est-ce qu'elle justifie et est-ce qu'elle légitime la violence? Mais non, mais moi, la violence, je la légitime d'aucune manière. Moi, enfin, vous regardez vous condamnez, regardez toutes les violences. Bien sûr, bien sûr. Bon, mais je veux dire, qu'il n'y ait pas de détournement de la question qui est posée au président de la République. La question qui est posée au président de la République, c'est: quand retirez-vous cette réforme? Il a été élu dans des circonstances particulières. Il disait même, rappelez-vous, quelques jours après son élection, que cette condition de son élection l'obligeait, qu'il savait que les Français ne l'avaient pas élu pour son programme. Mais quelle conclusion en tire-t-il? Manifestement, aucune. Et c'est ça qui est Est-ce qu'il n'y a pas quand même, Boris Vallaud, dans les discours de certains, et notamment de vos partenaires de LFI, une responsabilité dans un discours violent?
Mais je crois que la responsabilité de tout homme et de toute femme politique, aujourd'hui, c'est d'appeler à l'apaisement, à la désescalade, mais de dire au président de la République, c'est vous qui avez les clés pour l'apaisement. On est aujourd'hui non seulement dans une crise sociale qui est une crise sociale énorme, une crise, enfin, je veux dire, ce pays est malade, il est rongé par un mal qui s'appelle l'injustice. Les Français le savent et ils veulent cette justice. Ils n'en peuvent plus d'un monde, j'allais dire, bouffé par les inégalités. Oui. Ils aiment leur travail, ils veulent bien le faire. Ils sont fiers de l'exercer. Ils savent aussi que dans certaines circonstances, parce qu'ils l'aiment et parce qu'ils veulent bien le faire, ils ne pourront pas le faire jusqu'à 64 ans. C'est possible d'entendre ça et pas de considérer que ce qui s'est passé, comme le dit la Première ministre, c'est une grande victoire. Mais une grande victoire pour qui? C'est une grande défaite. Et Emmanuel Macron a chargé Jean-Luc Mélenchon hier et les Insoumis. Et le projet d'ailleurs des Insoumis, disent-ils, en fait, dans la majorité, c'est de tout conflictualiser et de créer la violence. Mais on est, je vous dis, au cœur d'une crise sociale, d'un conflit social important depuis des semaines. Il s'est déroulé dans les meilleures conditions. Je souhaite qu'il continue de se dérouler dans les meilleures conditions, les conditions les plus apposées. Finalement, face à l'indignité d'un gouvernement qui n'entend personne, il faut lui opposer la dignité de la rue et mais il y a une colère qui sourd derrière tout ça. Évidemment qu'il y a une colère. Il faut l'entendre. Il y a de la souffrance, il y a un sentiment d'injustice. Et on est, en plus d'une crise sociale, au milieu d'une crise institutionnelle grave. Quand on disqualifie tous les gens avec lesquels on peut dialoguer, tous les gens avec lesquels auxquels on peut soumettre cette proposition au vote, je vous rappelle qu'à l'Assemblée nationale, le compte n'y était pas, disait la Première ministre. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de majorité. Et n'ayant pas de majorité, elle n'a pas fait voter le texte. Vous comprenez qu'il y a quand même quelque chose. Donc vous accusez d'un côté le gouvernement, mais est-ce que vous approuvez les déclarations de Jean-Luc Mélenchon? Non, mais vous l'accusez, le gouvernement, de ne pas tendre... J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon hier appeler à des manifestations dans le calme. Voilà. Et il y a une colère et il dit il faut qu'il y ait, d'une certaine manière, une censure de la rue. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut qu'il y ait des millions de gens qui disent au président de la République: nous croyons à la démocratie continue, nous voulons entre deux élections être entendus. C'est important quand même que les Françaises et les Français soient entendus. Sinon, ils finissent par se poser la question de savoir à quoi ça sert d'aller voter. Non, mais les accusations, c'était évidemment quand il s'en est pris à la brigade de répression de l'action violente motorisée, là, bien sûr. Mais attendez, les Bravem, quand il a dit on va les soigner. Mais il y a un sujet, de maintien de l'ordre. Enfin, je lisais ce matin l'interview de la défenseuse des droits dans Le Monde qui s'inquiète d'un certain nombre des faits dont elle est saisie, des images dont elle était témoin, comme nous tous, et en particulier de cette brigade motorisée, les Braves M, qui sont l'équivalent de la brigade voltigeur, que après la mort de Malik Oussekine, Pierre Jox, succédant à Charles Pasqua, avait dissous. Il y a évidemment un sujet. Il y a un problème de maintien de l'ordre actuellement, quoi. Écoutez, vous en faites comme moi, je crois, le constat. Vous savez, le maintien de l'ordre, c'est un métier. C'est pas celui de ces brigades motorisées, c'est pas celui de celles et ceux des policiers qui sont à la BAC, qui ont un métier, un savoir-faire, et qui sont aujourd'hui requis pour faire. Il y a un patron, c'est Gérald Darmanin. Et vous avez raison de le dire, parce que c'est difficile d'être policier. Mais tous ces policiers, ils s'inscrivent dans une chaîne hiérarchique. En haut de la chaîne hiérarchique, il y a un Gérald Darmanin qui, là aussi, doit être le garant de la sécurité des manifestants, la possibilité de ces manifestants de manifester dans le. Oui, mais il va vous répondre que les policiers répondent aussi à des provocations de la part de certains manifestants. Il y a des casseurs qui viennent. On l'a vu à Sainte-Soline, on l'a vu dans les rues de Paris. Évidemment que les casseurs sont condamnables dans leurs agissements. Mais par ailleurs, on est le témoin, et c'est bien ce que dit la défenseuse des droits, de NAS, de choses comme ça, de gens qui sont interpellés, placés en garde à vue, puis finalement pas poursuivis parce qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Et elle rappelle aussi que la manifestation est un droit constitutionnellement garanti. Mais comprenez bien ce que je dis. Moi, je dis aujourd'hui, il faut que ça se passe bien. Oui. Et il faudrait dissoudre alors justement les brigades de la Bravem. En tout cas, c'est un débat qui est posé. Pierre Jox l'avait fait. Parce que ça n'était pas un outil approprié au maintien de l'ordre. Je continue à penser, d'après ce que je vois, que ça n'est pas un outil approprié pour le maintien de l'ordre. Il y a une pétition signée par 100 000 citoyens sur le site de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'on peut déposer des pétitions.
100 000 signatures, c'est déjà un record, ça ne s'est jamais produit. Oui. Ça va être transmis, c'est ce que prévoient les textes, à la commission compétente, la commission des lois, qui va nommer un rapporteur pour instruire. S'il y a plus de 500 000 signatures, ça sera débattu à l'Assemblée nationale. Moi, je préfère toujours le débat à l'esquive et au fait de se mettre la tête dans le sable. Sur le fond de la réforme des retraites, pour vous, le moyen de sortir de l'impasse, c'est quoi? C'est le retrait et donc c'est à travers les recours déposés, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel et puis la demande de référendum. Mais ça va prendre en fait beaucoup de temps tout cela, non? Vous en attendez quoi? Du recours devant le Conseil constitutionnel un peu plus? D'abord, quand on est tout seul à vouloir une réforme, à un moment donné, on se range à l'opinion majoritaire et on retire son texte. Voilà, ça c'est ce que doit faire le président de la République. Ça ne peut pas durer comme ça des semaines, parce que ce que le président abîme, finalement, coûte beaucoup plus cher que ce qu'il escompte comme économie de cette réforme. Voilà la réalité. Donc de mettre sur pause, au moins, c'est ce que vous dites. C'est une fracture sociale, c'est une fracture politique, et c'est une fracture institutionnelle. Moi, je crois qu'il est aujourd'hui dans une impasse et que l'obstination n'est pas une solution. Ensuite, vous avez raison de dire qu'il y a des recours qui ont été formés. Le premier, c'est recours au Conseil constitutionnel. Moi, je dois vous dire que je forme de grands espoirs dans ce recours au Conseil constitutionnel parce qu'il y a des motifs d'annulation complète de la loi. Le véhicule qui a été choisi, un projet de loi de financement de la sécurité sociale annuel, qui est censé coûter le budget de la Sécu chaque année, qui est détourné de sa destination pour faire une réforme qui est structurelle, qui va engager des générations et des générations. C'est un détournement de procédure. Le choix de procédures qui sont des procédures d'urgence, de discussion d'urgence, le 47.1 par exemple, alors qu'il n'y a pas d'urgence. La meilleure preuve, c'est qu'on parle d'horizons qui sont parfois très éloignés. Il y a aussi ce qu'on appelle la sincérité du débat. On nous a donné peu d'informations, parfois pas d'informations du tout. Il a fallu, c'est le député socialiste Jérôme Guedj qui l'a fait, aller chercher dans les tiroirs des ministères. Je crois que vous l'avez reçu. Les infos qu'on refusait aux parlementaires. Et certaines informations, qui étaient les éléments de langage du gouvernement, sont révélées fausses. Oui, il y a un problème de sincérité. Oui, il y a des motifs d'annulation. Là aussi, peut-être que ce serait une piste de sortie. Et puis oui, donnons la parole aux Françaises et aux Français à travers un référendum d'initiative partagée. Vous savez, la démocratie, elle meurt elle se fatigue de ne pas être mise en œuvre. Voilà, là il faut y aller. Alors à propos de démocratie, Boris Vallaud, vous êtes président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la législative partielle dans l'Ariège? Il y a le deuxième tour dimanche prochain, ce sera 100% à gauche. Donc candidat RN et candidat de la majorité présidentielle battue, ce sera une candidate LFI soutenue par la NUPS qui affrontera normalement la dissidente socialiste Martine Froger, qui est soutenue notamment aussi par Carole Delga. Il y a eu une réunion de la direction collégiale du PS hier soir. On a du mal à comprendre. Visiblement, il faut toujours soutenir la personne qui arrive en tête. C'est ça. Donc c'est la candidate LFI. Donc il faudrait le retrait de la candidate PS. L'usage est celui-là que la candidate ou le candidat de gauche arrivé en tête, c'est l'usage ancien, soit soutenu par toutes les forces de gauche. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous me demandez quelle est la situation. Il y a eu le Conseil national du Parti socialiste qui s'est prononcé pour ou contre le soutien, c'est-à-dire l'exécution de l'accord de juin dernier, puisque c'est l'annulation de l'élection de juin dernier. Et à une majorité, le Parti socialiste a décidé de confirmer l'accord et de soutenir Bénédicte Taurine. Et donc je suis, moi, comme socialiste, en soutien à la candidature de Bénédicte Taurine. Il y a un second tour, dimanche. Voilà quelle est la situation. J'observe simplement, parce que vous avez évoqué les choses, la réforme des retraites, elle fait 10% dans l'Ariège. Oui. Voilà. Non, mais c'est intéressant. La majorité présidentielle. Donc vous allez soutenir quand même Bénédicte Taurine, LFI, et pas la candidate socialiste. Mais vous êtes au Parti socialiste. C'est la candidate. C'est la candidate. Vous savez, il y a des instances au Parti socialiste. On peut se foutre de tout, y compris de la démocratie interne du parti, mais moi, je m'y suis, je m'y range à chaque fois qu'elle est, même quand je suis pas d'accord. Donc voilà, là, nous avons soutenu Bénédicte Taurine. Bénédicte Taurine a été députée, elle était députée sortante, et il y a des élections dimanche. Voilà. Donc vous demandez à Martine Froger de se désister alors? Écoutez, la demande lui a été... Parce que imaginez vos collègues socialistes dans l'Ariège qui vont devoir voter dimanche prochain. Mais tout est difficile dans ces... Ils sont socialistes, on va leur demander de ne pas voter pour le socialiste. Peut-être que la solution qui est proposée par le parti est celle qui permet de réconcilier tout le monde. Merci Boris Vallaud, député PS des Landes et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.